La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite pour enchaîner dans ce grand journal. Les nouvelles a commencé donc. Ultimatum du 31 juillet. Les candidats ne comptent pas abdiquer, nous titre-t-on ici à sa une. Alors que l'expiration de l'ultimatum donné par le groupe international de contact pour Madagascar prévu à la fin de ce mois avance à grands pas, les trois candidats concernés semblent déterminés à maintenir leur participation à la course à la magistrature suprême. Pour l'instant, rien ne présage un fléchissement de position de leur part. C'est ici la légende qui accompagne ce titre mis à la une par le journal Les Nouvelles. Mais plus en détail, on nous dit donc que samedi dernier, une délégation de la mouvance Ravalman, présente au Magro Béorirk lors de son habituel rassemblement, est revenue sur le sujet. Et comme l'a déclaré maintes fois le président du Congrès de la Transition, Mamra Koutorveil, je cite, « Le parti ne retirera pas la candidature de la Laura Ravalman ». Fin de citation. Et cette déclaration constitue une réponse donc face à l'insistance de la communauté internationale pour que les trois candidats illégaux à la présidentielle, dont la candidate de ladite mouvance, à la suite de leur validation par la CES, se retirent. Le président de la Chambre basse a déjà indiqué que la nouvelle loi relative à la restructuration de la CES n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, la liste des candidats ne doit pas être modifiée. La loi déjà édictée ne peut être modifiée malgré que la CES soit recomposée autrement. Voilà, c'est ce qu'a insurgé donc l'ancien parlementaire Samuel Mafart qui a été présent pour l'occasion. Et cette mouvance a même défendu la candidature du président de la transition, André Rajoelina, malgré que celle-ci soit le plus en violation de la loi étant donné le retard de son dépôt. Du côté du numéro 1 de la transition, nous partage ici le journal Les Nouvelles, une lettre publiée par un quotidien de la capitale a fait état d'une réponse formulée par celui-ci et envoyée au commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ramtam Lamamra. La lettre indique que le fait d'obtempérer à ces directives, c'est-à-dire donc, rappelons-le, aux 7 recommandations à mettre en œuvre avant le 31 juillet, sera considéré comme un abandon de la souveraineté du pays dont le chef de l'État est le garant selon l'article 45.2 de la Constitution. Et les proches du président de la transition n'ont ni confirmé ni infirmé l'attribution de la lettre, mais il n'en demeure pas moins que celle reflète leur position. Et au journal Les Nouvelles de nous rappeler que le GIC-M a décidé de donner encore un peu de temps aux trois candidats pour réfléchir sur leur candidature. Nous espérons que la situation sera réglée avant ce délai, a d'ailleurs déclaré ici Joachim Chissano lors de sa conférence au Colbert avant son départ. Mais il se dit prêt aussi à saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider de l'application des sanctions, alors que l'option d'une élection sans la participation des partenaires internationaux est envisagée par la partie malgache. Il s'agit d'une possibilité que la communauté internationale n'écarte pas non plus. Lors de son passage dans le pays, le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Jean-Claude Delestra, a mis en garde la partie malgache au sujet d'un éventuel scrutin sans la participation des partenaires techniques et financiers du pays. Et d'après lui, les aides dont Madagascar ont tant besoin ne seront pas disponibles dans un tel cas de figure. À quoi vont servir les élections si au lendemain nous allons nous retrouver avec un gouvernement plus isolé que jamais? Voilà, c'est ce qu'il s'était interrogé, et ce au micro de la Radio France Internationale. Midi Madagascar, conseil de gouvernement spécial, débat houleux ce jour entre les ministres. C'est ici donc le grand titre donné par Midi Madagascar, mais de sa colonne Vision, titrée Réponse du berger à la bergère, donc, après leur séjour à Madagascar, le GIC a exigé un aide-mémoire qu'il a largement médiatisé, l'application d'un plan en 7 points pour sortir le pays de la crise. Et parmi ces exigences qui s'adressaient essentiellement au président de la transition, André Rajoelina, la prise de 2 ordonnances. La première pour modifier alors le code électoral afin de permettre aux candidats qui le souhaitent de retirer leur candidature à l'élection. Et le second de réformer, de restructurer la Cour électorale spéciale. En plus de ces ordonnances, le GIC voulait aussi, dans son aide-mémoire, que le président de la transition annonce son retrait de candidature avant la fin de ce mois de juillet. On comprend dès lors, nous dit ici le colonne de Vision de Midi Madagascar, la surprise qu'a éprouvé le président de la transition en prenant connaissance du contenu de ce plan en 7 points du GIC. Et cette dernière n'a pas du tout
avoir pris de Gand dans son aide-mémoire. La réponse du berger à la bergère est à la mesure de l'arrogance et de l'irrespect ressenti. Face à de telles instructions assimilables à des ordres stricts envers l'État malgache et foulant aux pieds notre souveraineté nationale, je voudrais confirmer auprès de vous l'authenticité du dit document dont le ton et le contenu diffèrent sensiblement du langage habituel en matière diplomatique. Et si ce document s'avère authentique, et au nom du peuple malgache que j'ai l'insigne honneur de représenter, je tiens d'ores et déjà à vous faire part de ma profonde indignation par rapport au processus d'élaboration de cette aide-mémoire. Andraduel pense qu'obtempérer à ces directives sera considéré comme un abandon de la souveraineté du pays, dont il est le garant en vertu d'un article de la Constitution qui dispose que le chef de l'État veille à la sauvegarde de la souveraineté nationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bref, nous dit ici la colonne de vision de Midi Madagascar, le président de la transition n'acceptera pas tous les points du GIC. Celui-ci donne un rôle trop prépondérant à la communauté internationale en faisant savoir qu'elle tire les ficelles et donne les ordres à suivre à Madagascar. La fierté du chef de l'État ne pouvait qu'en prendre un coup. Dixit ici la colonne de vision de Midi Madagascar. La Gazette de la Grande Île, par rapport aux avantages octroyés aux ex-présidents et chefs d'État, c'est scandaleux. Point d'exclamation, voilà ici le grand titre donné par la Gazette de la Grande Île. Mais la transition, eh bien, dominée par une guerre intestine. Par contre, nous titre ici en page 5, page politique, la Gazette de la Grande Île. Les observateurs de la vie publique malgache s'interrogent comment ce régime continue-t-il de se maintenir alors qu'il est miné par des guerres intestines. Et la récente manifestation de cette guéguerre est l'affaire Cool Radio TV, dans laquelle on assiste à une confrontation entre deux membres du gouvernement de la mouvance Raduel, également deux alliés de première heure d'Andraduel, et à savoir donc les personnes Adjonden Narvel et Harry Laurent Radasson. Si le Premier ministre n'a jamais caché son ambition de briguer la magistrature suprême, si Andraduel s'en retire, en acquérant une chaîne radio-télévisée, le ministre de la Communication, fervent défenseur de la cause Raduel, veut à tout prix neutraliser le support de communication du rival de son patron, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Et parlant toujours de candidats à la présidentielle, Adjonden Narvel, ainsi que les Pierrot Radornavel, Tabir Rangemanatsu font partie du collectif des prétendants à la magistrature suprême réclamant haut et fort l'exclusion des trois candidats controversés, dont fait partie le président de la transition Andraduel. Cependant, les conseils de ministres on peut donc aisément deviner la méfiance régnant dans la salle du palais Diavelou. Et de son côté, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, le Premier ministre Omer Berzik n'a pas la confiance du locataire du palais d'Ambotsroud. Rappelons-le, nous dit ici le journal, que cette personnalité proposée par Albert Zaf, même s'il a été un ancien secrétaire général adjoint de Leader Fanil, dont les membres influents sont les proches parents d'Andraduel, n'a pas la confiance de celui-ci. Et on sait qu'entre les deux chefs de l'exécutif, le courant ne passe pas sur plusieurs dossiers. Ambotsroud et Mazoriv s'entre-déchirent, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Mais parmi tant d'autres exemples, Andraduel et Omer Berzik ne partagent pas le même avis concernant le retour de Mark Ravalman, le remaniement ministériel, l'intérim pendant la vacance de la présidence de la transition et l'affaire Polo Gardement contre Niavan. Par ailleurs, il a fallu l'arbitrage de la HCC pour départager sur la responsabilité de chaque institution sur la détermination des dates du calendrier électoral. Et tous savent que, malgré les multiples pressions des ministres pro-Raduel, le Premier ministre n'a jamais apposé sa signature sur le décret reconnaissant l'existence de cas de force majeure pouvant reporter le calendrier électoral et qui détermine la date du 23 août comme premier tour de la présidentielle. Eh bien, comme nous le dit ici la Gazette de la Grande Île, face à ces luttes intestines, la majorité des Malgaches s'interroge comment ce régime se maintient-il. Peut-être que malgré les divergences de points de vue, chaque membre du gouvernement trouve son compte dans ce petit coin en faisant respecter l'adage « chacun pour soi et Dieu pour tous ». L'Express de Madagascar, en ce qui concerne l'élection, un conseil décisif à Mazoriv, c'est le titre ici donné, eh bien, c'est ce jour que le gouvernement va décider alors du sort de la Cour électorale spéciale au cours d'un conseil extraordinaire. Plusieurs projets sont à discuter dans une réunion qui s'annonce tendue. Les ministres sont divisés entre le respect de la liste des candidats à la présidentielle publiée par la CES et l'exigence du GIC sur le retrait des trois candidats jugés irréguliers. Voilà donc ici le sujet. Mais ici, un sujet qui mérite aussi d'être
lu dans la lecture de presse et qui porte aussi réflexion, c'est à travers l'éditorial Faille de route, car les chiffres sont effrayants, nous dit déjà ici d'emblée l'éditorialiste. La série des immatriculations de véhicules TBA a été bouclée en 6 mois, un record d'autant plus incroyable que les institutions comme la Banque mondiale et d'autres organismes onusiens estiment plutôt que la pauvreté avance à pas de géant depuis 4 ans. Et tous les agrégats semblent être au rouge, mais les réalités visuelles paraissent aux antipodes des statistiques sur papier. Le marché des voitures neuves ainsi que le secteur de l'immobilier n'ont jamais été aussi florissants. On ne peut pas affirmer que ceux qui ont les moyens d'acheter sont tous d'anciens pauvres devenus des nababs par la magie de la transition, par les mannes du bois de rose, les rangs du trafic d'or. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à cette soudaine prospérité qui ferait mentir le revenu per capita attribué à Madagascar. Et comme nous le dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, Ravalman n'avait-il pas promis de donner les moyens à tous les Malgaches de pouvoir s'acheter une Renault 4 et un frigo? Ratier avait promis mieux avec son paradis socialiste dans une société où règne la justice et l'équité. Raduel était moins ambitieux en promettant de l'huile à 2500 arrières le litre et du riz à 500 arrières le kilo. Promesse que le président de la transition a tenue, le temps d'épuiser les stocks de Tico en 2009 et puis pendant la campagne référendaire. Ses prédécesseurs se sont montrés coupables de véritable démagogie. Expliquer cette explosion du marché de l'automobile et du ciment en pleine période de crise équivaut à trouver le fil d'Ariane pour se débarrasser de l'imbroglio politique qui prend l'avenir du pays en tenaille. Même les plus grands économistes du monde y perdent leur latin. Beaucoup d'entre eux ne voyaient pas Madagascar encore debout au bout de 4 ans sans perfusion. À défaut de Renault 4 et de denrées à prix bradé de paradis, les Malgaches se sont résignés dans les véhicules à 2 roues synonymes d'enfer. Sur les immatriculations de la TBA, 60% sont des motos, toutes cylindrées confondues. Mais voilà aussi, c'est pour éviter les embouteillages, mais pour faire aussi de l'économie dans le budget du transport et des ménages, etc. Mais ce choix, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, parfois contre-cœur, a un prix. Souvent, il est terrible. Et chaque jour, sur 10 accidents de la circulation répertoriés à Tana comme ailleurs, 7 concernent les 2 roues. Il y a d'abord, pour expliquer cette tendance meurtrière, l'inconscience et l'imprudence de certains motards qui prennent les ruelles de Tana pour un circuit du bol d'or. Et puis, il y a aussi les 60% de nouveaux 2 roues qui circulent. 50% ignorent que ce qu'est le code de la route, faute de permis de conduire. Le projet d'exiger la carte rose à tous ceux qui utilisent la circulation est salué par la majorité, mais le quorum des victimes n'est pas encore atteint pour justifier son application. Du coup, tout le monde continue de mettre dans le même sac code de la route et feuille de route. 2 conventions qui partagent le même sort, complètement ignorées par ceux qui les ont signées. Nous dit ici alors l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, mais de toute cette histoire avec les irresponsabilités de certaines autorités, l'inconscience criminelle de certains usagers, si on parle alors code de la route et de la feuille de route, dans l'un des 2 cas, l'acte est totalement impuni. Il n'y a aucune remise en cause de la responsabilité civile de ceux qui sont censés devoir bien gérer la circulation, mais c'est peut-être un sujet superflu à un moment où la démission est générale à tous les niveaux, sauf pour ceux qui doivent s'y soumettre. Hélas, on est dans un pays et dans une période où on ne s'occupe que des affaires courantes. Les mortaux, comme on les appelle, n'en font pas partie. Ils ne peuvent que se mordre les doigts d'avoir fait confiance à un système d'élimination à la roulette russe. Madagascar Matin, faire du neuf cohérent sur les ruines d'un échec, examen des propositions relatives à la CES. Voilà, par contre, le grand titre donné ici par Madagascar Matin. Mais de plus en plus psychédélique. Voilà ce que nous titre alors, par contre, point de mire. Car, en fait, ici, on nous dit qu'une réponse plutôt radicale aux 7 points cruciaux du JICEM de la part du président de la transition, obtempérée à ces directives, sera considérée comme un abandon de souveraineté du pays dont je suis le garant en vertu de l'article 45.2 de la Constitution qui dispose que le chef de l'État veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, nous dit ici point de mire, qui est dit. Les craintes de certains politiciens de la prise de la tangente de la barre du pouvoir en place sont en passe de s'avérer d'être justes. D'ailleurs, le président du parti MTS et non moins un candidat à la présidentielle l'a crié haut et fort. L'État serait en train de se donner les moyens d'organiser des élections sans la communauté internationale. Et pour cause, un projet d'ordonnance autorisant l'exportation de bois de rose est en train de couver, le tout sur fond de financement d'élections. On peut dire que le pouvoir en place n'ira pas de main forte avec ce coup-là.
Des solutions à la volée pour contourner l'embargo de la communauté internationale, pas si évident à expliquer vu l'embargo sur le bois de rose sur la scène internationale, mais apparemment, le pouvoir transitoire de la Grande Île n'a pas froid aux yeux et pense pouvoir passer outre ce genre d'os. Ah, si au moins on pouvait trouver des financements pareils pour éradiquer les essaims de criquets qui continuent leur progression en s'étendant sur la partie ouest de l'île, nous dit ici Point de Mire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Grande Île glisse lentement, mais sûrement, vers une période de disette, tant les ravages occasionnés par ces essaims sont considérables. Eh bien, la FAO a été, on ne peut plus clair, ces essaims sont considérables. Les pertes sont estimées entre 480 000 et 630 000 tonnes de riz pour la campagne en cours. Des pertes à combler par l'importation de riz à coup sûr, de l'argent trouvé, des profits engrangés pour les importateurs et autres distributeurs, point d'interrogation. Mais comme on dit, plus rien n'étonne sur cette île, nous avance ici Point de Mire. Pas même les attaques de Dahl dans les localités qu'on pensait avoir été sécurisées, ramdam médiatique à l'appui par des forces spéciales qui n'ont vu de spécial que dans les résultats actuels. Et ce n'est pas la population de l'Androuille qui dira le contraire, ayant pensé être préservée par des assauts de Dahl, mais qui, à son grand dent, se fait avoir tout le temps. Et comme ce qui est arrivé aux gens de Béchouk, par exemple, plus précisément dans la localité d'Ivaun, attaqués en plein jour par des Dahals, perturbant par la même occasion le déroulement des examens du CEPE. Incroyable, s'exclame ici Madagascar Matin. Le journal La Vérité, crise politique des actes de déstabilisation en gestation, médiation étrangère vers le point de rupture. Voilà ici les deux grands titres fournis par le journal La Vérité. Et concernant le dernier point, dernier titre ici donc, médiation étrangère vers le point de rupture, eh bien, il n'y a sans doute pas eu d'attente le 31 juillet pour savoir que pour la énième fois, la médiation étrangère va contre un mur. Le 31 juillet, rappelons-le, est la date butoir de l'ultimatum lancé par la communauté internationale à l'endroit de la partie malgache pour se plier à cette volonté, et ce, après une mission de quelques jours durant laquelle ces émissaires ont conclu qu'il n'y avait rien de mieux que de durcir le ton pour venir à bout de l'impasse, nous dit ici le journal La Vérité. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que, à l'issue de leur consultation, les diplomates du JICEM privilégiaient des positions qui avoisinent leur vision des choses sans tenir compte de la représentativité de leurs interlocuteurs sur l'échiquier politique malgache. Ainsi, concernant le nœud gordien du problème constitué par les 3 candidatures controversées, il est permis de croire que la question reste entière, sinon qu'elle va encore se corser, avec la très probable radicalisation des positions des 3 personnalités concernées. Mais si l'on s'en tient aux déclarations de ses proches, ici on parle de l'amiral Didier Raterek, eh bien, ne reviendra pas non plus sur sa décision de s'aligner sur le starting block de la compétition électorale. Quant à Andraduel, après l'injonction qui lui a été adressée par la communauté internationale de se retirer unilatéralement et sans condition, il faut s'attendre à ce qu'il durcisse sa position pour l'aligner sur celle des 2 autres candidats contestés qui, eux, n'ont pas eu droit à autant d'égards. Mais quoi qu'il en soit, nous dit ici cet article du journal La Vérité, le passage des émissaires du JICEM à Madagascar et particulièrement la publication de cet ultimatum en 7 points n'auront certainement pas l'effet escompté, celui de laisser entrevoir une issue à l'impasse. Au contraire, la situation est déjà tendue à l'extrême auparavant, risque d'arriver au point de rupture. Courrier de Madagascar pour terminer notre lecture de presse. Komit panuanani feikevtni ffkem id nandalambe amzei. Recommandation du JICEM, le président Raduel a riposté. Voilà les 2 grands titres donnés. Mais, toujours de la politique, le CCS se dévoile, nous titre-t-on ici en page 3. Car l'Assemblée générale du syndicat des enseignants-chercheurs de l'université publique qui s'est tenue vendredi dernier n'a pas accouché grand-chose. Et puis, le CSS donc réitère et reprend la revendication de l'application intégrale de ce qui a été convenu et accepté par l'État par décret en 2009, dont le paiement des indemnités aux hauts privilèges. Mais dans un contexte politique alarmant, actuellement, les enseignants-chercheurs se sont initiés dans la recherche de solutions. Et d'après les informations recueillies donc par Courrier de Madagascar, cette Assemblée générale a été également le moment pour le CCS de mettre un pas en avant vers la politique. En effet, en détail donc, le syndicat a proposé une démarche politique qui se base sur le socle démocratique et la sagesse malgache pour atteindre l'objectif qu'est la résolution de la crise actuelle. Et son président d'expliquer qu'à chaque conseil national, la question politique est toujours à l'ordre, étant donné qu'ils sont des leaders d'opinion.
Quoi qu'il en soit, eh bien, ce n'est pas une surprise si le CCS se met à la politique, étant donné que l'histoire démontre que quelques-uns de ses membres, notamment ceux qui se sont succédés à la tête, ont souvent obtenu des postes politiques ou tout simplement font de la politique en délaissant une fois bien installés leurs compagnons de route.